Bienvenue dans Décider sans GPS. Parfois la bonne route ne saute pas aux yeux, et pourtant il faut choisir une direction. Des histoires vraies pour apprendre à garder le cap. Changer de voie, avancer dans le doute, faire des erreurs, ajuster sa trajectoire quand le chemin n'est pas évident. Des pistes du Kalahari central aux dunes du Sahara, chaque épisode raconte un moment où il a fallu trancher, s'adapter et continuer à progresser. Parce que dans les expéditions comme dans la vie, ce n'est pas la route qui compte, c'est avancer, même quand toutes les cartes ne sont pas en main. Un podcast de Sophie Breuss. 22 degrés sud, 23 degrés est, Kalahari central, 6 heures du matin. Le genre d'endroit où l'on croit que rien ne peut mal tourner. Parce que tout est grand, c'est le désert, silencieux, loin de tout, apaisé. On plie le camp, les tentes de toit descendent. Le café est avalé devant le soleil qui émerge. Les enfants ont les yeux encore mi-clos. Et devant nous, 200 km de piste pour sortir du parc et rentrer ensuite à Johannesburg en Afrique du Sud. 200 km, ça ne paraît rien dit comme ça, sauf qu'il a plu cette nuit et qu'il n'avait pas plu depuis 2 ans. Bienvenue dans l'épisode La météo. Nous sommes seuls, pas seuls comme dans une maison vide, seuls comme dans un monde vide. Nous sommes au sud de la Deception Valley, et ce nom, vous allez voir, est plutôt bien nommé. Quelqu'un, quelque part dans l'histoire, l'a baptisé Vallée de la Déception. Et finalement, je ne veux pas savoir pourquoi précisément. 3 jours que nous roulons dans le Kalahari central, sans croiser personne. Des lions, oui, des traces, beaucoup. Mais aucun humain, ni réseau, ni ranger, ni âme qui vive, juste du sable. Un silence qui a une texture et la conviction sincère que l'on a la situation bien en main. 200 km donc nous séparent du premier morceau de goudron. Et dans cet isolement absolu, une illusion s'installe doucement. Celle que tout est sous contrôle. C'est magnifique comme sentiment. Savourons-le ensemble parce que ça ne va pas durer. Nous sommes en octobre. La saison des pluies n'a pas encore commencé. Elle n'est même pas censée commencer, il n'a pas plu depuis plus de 2 ans. Donc dans nos têtes, tout est limpide. Objectif, le guet de Ghanzi, 150 km au nord-est, puis Rakops et son goudron béni. La voiture est chargée, les réserves sont là. Eau pour 5 jours, vivres pour 6. Notre raisonnement du petit matin, on a la journée, on a le matériel, on a l'expérience. C'est beau la confiance, c'est vraiment beau. C'est aussi très souvent le générique de début du film de catastrophe. La veille, le ciel a changé. Pas progressivement, pas subtilement, brutalement. Un orage a traversé la vallée. Un de ces orages qui vous glacent le sang et vous émerveillent en même temps. Aussi terrifiant que magique. Les lions qu'on avait observés l'après-midi étaient trempés, pelage collé, crinière au vent méconnaissable, presque vulnérable. Je vous garantis qu'un lion mouillé, ça a l'air un peu pathétique. Genre chat de gouttière géant et très mécontent, mais vous vous abstenez de lui glisser. Le désert avait complètement changé de visage. Puis la nuit est revenue, calme, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Et nous avons donc décidé de ne pas en tenir compte. Le lendemain matin, la réalité corrige le raisonnement en moins de 15 km. La piste disparaît sous l'eau. Pas une flaque, pas un passage, une succession de pièges invisibles. Des trous remplis d'eau, parfois profonds d'1,50 m et longs de 200 mètres. L'échappement qui fait plouf, plouf, plouf à chaque passage. Ce son adorable qui signifie « tu bois de la boue par le pot d'échappement, joyeux anniversaire ». Le différentiel qui fonctionne quand il a le temps, comme un stagiaire de bon matin, désolé pour les stagiaires. Mais on avance, on se dit que ça va s'améliorer. On se dit toujours que ça va s'améliorer. C'est une des rares choses que les humains font mieux que le GPS, l'optimisme non justifié. Puis vient l'erreur. Une erreur presque insignifiante. Une mauvaise lecture du terrain de ma part. Et l'hésitation au volant. Cette demi-seconde où on sait, mais on continue quand même. Vous connaissez cette demi-seconde. C'est celle où votre cerveau dit non et votre pied dit allez une dernière fois. C'est la même qui précède tous les achats impulsifs. C'est la demi-seconde où délibérément vous n'écoutez pas votre intuition. On quitte la piste principale. Ce qui suit est assez radical. 3 km plus loin, bien à l'abri des regards. La voiture s'enfonce. Pas lentement, pas progressivement, elle s'arrête net. Comme si le sol avait décidé d'un coup que nous n'irions pas plus loin.
comme un serveur qui vous présente l'addition avant d'avoir commandé le dessert. Quand on est au fond d'une ornière boueuse, éloigné à un point de la piste principale, hors des radars, avec des enfants plutôt jeunes dans la voiture et une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou plutôt au-dessus de la voiture, si on casse quelque chose, on ne sait pas quand est-ce qu'on reverra du monde. Il y a un moment très particulier dans toutes les situations difficiles. Un moment où le bruit s'arrête, où chacun comprend que ce n'est plus un incident, c'est une situation. 2 options sur la table. On les pose vite, clairement, parce que dans ces moments-là, le brainstorming en comité de 12 personnes avec slide, PowerPoint et café croissant, ce n'est pas vraiment dispo. Info de taille, nous n'avons pas de téléphone satellite. Mais pourquoi s'encombrer ? Donc, option 1, creuser, dégonfler les pneus, caler des branches, mettre les plaques de désensablage, travailler méthodiquement, faire les choses correctement. Problème ? On a une seule toute petite pelle. Et la boue, c'est comme le sable fin. Tu enlèves, elle revient. Tu enlèves, elle revient. On peut y passer la journée, se vider physiquement, utiliser l'eau qu'on doit tous garder et surtout, aucune garantie que ça marche. Option 2, forcer. Utiliser la puissance du moteur, aller-retour, traction maximale, jouer le tout pour le tout. Conséquence très claire, si l'embrayage cède, on reste là, définitivement, dans la boue, avec les enfants, sans savoir s'il va repleuvoir, si quelqu'un passera un jour et si le soleil reviendra sécher tout ça. Au milieu des animaux sauvages qui, eux, ont mangé ce matin ou pas. Alors la vraie question n'est pas technique, elle est stratégique. Que vaut-il mieux risquer ? S'épuiser sans garantie de résultat ou prendre le risque d'une décision irréversible. Nous choisissons donc la rapidité, pas par bravoure, par calcul, parce que dans l'incertitude, le temps est souvent l'ennemi le plus dangereux. Et aussi franchement, parce que personne n'avait envie de creuser pendant 6 heures sous 40 degrés en regardant les voitures s'installer. La tentative dure donc longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu. 1h30, 2 heures peut-être, d'aller-retour dans la boue, 2 roues qui patinent, 2 moteurs qui crient, 2 regards qui ne se croisent pas trop pour ne pas monter le niveau d'inquiétude réel. Vous connaissez ce regard, le tout va bien, je suis totalement zen, ça va bien se passer. Ce regard qu'on fait à l'envers depuis le siège passager en serrant très très fort la coudoir. Et puis à force d'insister, la voiture sort, lentement, en grognant, en laissant derrière elle rien. La boue garde précieusement son lit, mais elle sort. La voiture est totalement noire, je suis couverte de boue mais on s'en fiche. On respire un bon coup, l'heure tourne, c'est reparti. On retrouve la piste principale. Mais quelque chose a changé. Avant, nous pensions avancer dans un environnement difficile. Maintenant, nous savons que nous pouvons rester coincés. Et cette connaissance change tout. Chaque flaque est un suspect, chaque virage une négociation. C'est moins zen, mais beaucoup plus honnête. Le pare-choc a sauté quelque part dans la boue. Les pare-boues sont morts, on les a découpés au couteau. L'échappement boit encore beaucoup trop à mon goût. Mais on avance. La voiture ressemble à quelque chose qui a survécu à une bataille retranchée, ce qui techniquement n'est pas loin de la réalité. Au gate de Ghanzi, première lumière dans ce désert. Les rangers nous accueillent. Des hommes, enfin, hyper gentils. Ils nous rincent la voiture qui est tellement couverte de boue qu'elle a changé de couleur. On avait une voiture blanche, on a désormais une voiture marron, style camouflage, totalement involontaire, vous l'aviez compris. On leur demande machinalement, et comme toujours en Afrique, si d'autres véhicules sont passés. La réponse est simple. Personne depuis plusieurs jours, depuis votre passage. On était les seuls. Dans tout ce merdier, on était les seuls. L'information qui réconforte et angoisse en même temps, dans les proportions exactement inverses de ce qu'on espérait. Et là, un Allemand arrive à ce moment-là, qui vient de faire les 50 derniers kilomètres qui nous séparent de la route. On lui demande comment c'était. Il répond « Ouais, de la boue, mais ça passe ». En mode détente. Bon, il a que sa femme à gérer dans la voiture et une voiture plus puissante que la nôtre. C'est peut-être une partie de l'explication de son flegme. Il a l'air presque reposé, détendu, légèrement ennuyé même. Je regarde notre voiture, je reprends un grand bol d'air et on repart. Et là, ce sont les pires. La piste n'existe plus vraiment. Elle est devenue une masse instable. De la pâte, de la boue qui ne pardonne aucune erreur. Il ne faut pas s'arrêter, jamais. Parce que s'arrêter, c'est prendre le risque de ne pas repartir. Il ne faut pas sortir de la piste, c'est encore pire. La fatigue est là, physique, mentale, silencieuse. Les enfants ne disent plus rien. Ils comprennent, sans qu'on ait besoin de l'expliquer, que nous ne sommes plus dans une simple aventure.
Il gère remarquablement bien, mieux que moi à vrai dire. On a 2 églises. Celui du milieu me demande si on va s'en sortir. Je lui dis oui avec une conviction que je fabrique en direct. Et la dernière qui rigole et nous sort « Funny Muddy Puddles, j'adore !» Comme quoi personne ne ressent la situation de la même façon. C'est ça aussi être parent, le théâtre improvisé de la sérénité. Chaque mètre compte, chaque décision aussi. Et puis enfin, le goudron. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Comme quelqu'un qui voit la mer pour la première fois à 70 ans en version XXL. Ce soir-là, dans un petit campement à Rakops, au milieu de nulle part dans le Botswana profond, on nous sert des frites. Elles sont simples, ordinaires, et pourtant elles ont un goût incroyable. Le goût du soulagement, les meilleures frites de ma vie. Et je dis ça sans aucune exagération. Ce que cette journée nous a appris n'a rien à voir avec la conduite. Dans certaines situations, il n'existe pas de bonne décision. Il n'existe que des décisions possibles. Attendre d'être sûr, c'est parfois déjà échouer. Ce qu'on a bien fait, poser les options rapidement. Pas se noyer dans l'analyse, pas attendre une hypothétique sauveteur. On a décidé vite avec les informations qu'on avait, en acceptant le risque de la décision choisie. Décider avec une information incomplète, ce n'est pas une faiblesse, c'est le seul mode de fonctionnement disponible. Dans le Kalahari boueux, comme ailleurs, on n'a jamais toutes les données. La boue revient toujours, l'embrayage peut claquer, et pourtant il faut choisir. L'immobilité n'est jamais neutre. Cette fois-là, c'est passé. Une autre fois, ça ne sera peut-être pas. Mais celui qui ne tente pas ne peut pas savoir. Décider sans GPS, ce n'est pas trouver la bonne route, c'est continuer d'avancer quand il n'y a plus de route du tout. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur vous avoir changé les idées. Rendez-vous le mardi. Salut!